Alors, je me permets de vous présenter le professeur Amin Benjelloun, qui est donc enseignant de pneumologie et qui fait partie du corps militaire, donc c'est un médecin militaire. Il travaille à l'hôpital militaire de Marrakech. Donc, il va nous faire l'honneur de présenter cette question sur la prise en charge de l'adulte asthmatique et notamment la stratégie SMART. Merci. Merci beaucoup, Dr Moumen. Je remercie l'association des pneumologues privés du Maroc et ainsi que le laboratoire AstraZeneca de m'avoir donné l'opportunité donc de communiquer lors de ce premier congrès de la PPM. Donc, on m'a chargé de vous parler donc, de l'amélioration de la prise en charge de l'adulte asthmatique, en particulier la stratégie SMART. C'est une stratégie. Alors, les Français n'aiment pas trop cet anglicisme, ils préfèrent parler de fonds et symptômes. Mais fonds et symptômes, c'est un petit peu lourd pour moi, je suis désolé, je vais parler de stratégie SMART. C'est une stratégie qui date déjà d'une bonne vingtaine d'années, 19 ans à peu près. En guise d'introduction, je dirais que, comme vous le savez, il y a à peu près 300 millions d'asthmatiques de par le monde. Cette prévalence est en augmentation, surtout chez les enfants. Et c'est une cause majeure d'absentéisme, que ce soit scolaire ou au niveau du travail. Le but du traitement, bien entendu, vous le savez tous, c'est le contrôle des symptômes. L'éducation est un volet essentiel, en particulier surveiller l'observance, montrer aux patients justement le système d'inhalation, et donc qui permet aussi de contrôler l'environnement du patient. L'avenir appartient aux thérapies ciblées, aux traitements à la carte, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comme vous le savez, les dépenses pour l'asthme sont très élevées. Dans les pays développés, ils représentent 1 à 2% des dépenses de santé. Et ce coût est en nette il est en continuelle augmentation dans les pays émergents. Comme vous le savez, l'asthme non contrôlé coûte très cher par les hospitalisations, les accès aux urgences et donc les coûts que ça entraîne, surtout la réanimation. Le traitement de fond réduit considérablement le coût donc, de l'asthme, mais on a besoin d'un traitement simple, peu coûteux, efficace et peu encombrant. Un petit historique sur l'évolution des options thérapeutiques. Alors, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, et puis c'est un écran qui ne supporte pas le pointeur, il paraît. Alors, ça a commencé donc on va commencer par les années 70. Alors je me souviens, quand j'étais petit, on a tous eu des asthmatiques dans la famille, et on était un petit peu démunis, en particulier au Maroc. Il y avait, à peine le salbutamol, et encore, il n'était pas toujours disponible. On avait une espèce de traitement, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Intal, une espèce de chromone qu'on donnait à tout bout de champ, qui n'avait pas une très grande efficacité. Mais j'ai appris par la suite que les corticoïdes inhalés étaient apparus en 1972, mais n'étaient pas encore disponibles au Maroc. Et puis, donc, ça a un petit peu évolué. Malgré les corticoïdes inhalés, on prescrivait beaucoup de bêta-2-mimétiques de courte durée d'action, donc a priori le salbutamol, c'est, je pense, le seul qui était disponible à l'époque, en association avec les antihistaminiques, etc. Et puis, on a commencé à avoir peur de ces bêta-2-mimétiques, et on a commencé à utiliser de plus en plus les corticoïdes inhalés. Je me souviens aussi que les corticoïdes par voie systémique étaient très, très prescrits, et on se retrouvait souvent avec des enfants obèses, cushingoïdes, etc. Et puis même les notions physiopathologiques ont évolué. Il y avait l'inflammation, la notion d'inflammation qui a commencé à vraiment prendre le dessus au milieu des années 80, et puis le remodelage entre 90 et 95, le remodelage qui est dû à la persistance de l'inflammation, à un mauvais contrôle de l'asthme. Et donc là, dans les années 90, on a commencé à traiter les patients par l'association de bêta-2-mimétiques et de corticoïdes inhalés. Et puis en 2000, donc début des années 2000, l'apparition de la stratégie SMART, donc l'association d'un traitement bronchodilatateur de longue durée d'action avec un corticoïde inhalé, et pour le traitement de fond et pour le traitement des symptômes. Comme vous le savez, malgré le traitement régulier par corticoïde inhalé,
ou l'association corticoïdes et bêta-2-mimétiques, 74% des patients utilisaient des bêta-2-mimétiques de courte durée d'action tous les jours. Alors bien entendu, la plupart, c'est 1 à 2 inhalations par jour, mais il y avait des patients qui en utilisaient beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est inhérent à l'efficacité du traitement, à la malutilisation du traitement inhalé ou à une mauvaise observance? Ça, les études sont variables à ce sujet. Malgré le traitement régulier par un traitement de fond, seuls 30% des patients avaient un asthme contrôlé. Et alors, cette notion de contrôle asthmatique est également variable en fonction du point de vue où on se place. Par exemple, si vous prenez du point de vue du patient, il vous dira toujours « ça va bien ». D'accord ? Ça va bien. Supposons, vous avez 100 patients. Supposons que vous ayez 100 patients, vous verrez, il y a une soixantaine de patients qui vous diront « je suis bien contrôlé ». Et puis, si vous donnez à un médecin généraliste, il trouvera par exemple 40 patients. Vous donnez à un pneumologue, il trouvera 30 patients. À un asthmologue, il trouvera encore moins. Donc, cette notion de contrôle de l'asthme est variable en fonction des observateurs. Le rationnel de cette stratégie SMART, c'est la présence d'une inflammation aiguë expliquant l'aggravation de l'asthme. Comme vous voyez, vous avez une inflammation chronique. Une inflammation chronique au niveau de l'asthme. Cette inflammation, quand elle se chronicise, bien entendu, vous avez des changements structurels. Bien sûr, il y a des asthmes qui sont d'emblée sévères et qui ne dépendent pas du traitement de fond, mais la plupart du temps, ces changements structuraux sont dus à un mauvais contrôle de l'asthme et un mauvais traitement de fond. Et puis, en violet, vous voyez des exacerbations. Et ces exacerbations, au fur et à mesure qu'elles surviennent, elles vont aggraver le bruit de fond, je dirais, inflammatoire, et donc favoriser également les remaniements structuraux de la paroi bronchique. À gauche, vous avez, par exemple, donc là, au fond, vous avez une inflammation. Une inflammation, l'asthmatique a toujours un petit tapis fond inflammatoire. Et puis, à gauche, vous avez un facteur déclenchant. Un facteur déclenchant qui va déclencher donc une inflammation. Cette inflammation va grandir jusqu'à donner le pic que vous voyez. C'est un pic d'exacerbation. Donc, il convient de traiter cette inflammation précoce pour que cette inflammation ne s'aggrave pas et que ne donne pas de bronchospasme responsable d'une exacerbation éventuellement sévère. Donc, on en vient à la stratégie SMART, donc approche Single Maintenance and Reliever Therapy, ce qu'on appelle fonds et symptômes, la stratégie fonds et symptômes. En haut, vous voyez traitement traditionnel, donc association d'un corticoïde inhalé avec un bronchodilatateur de longue durée d'action, avec un bronchodilatateur de courte durée d'action en traitement de crise. Et puis en bas, on a eu l'idée d'associer, donc en traitant en cas de crise, un bronchodilatateur qui fait en même temps office de bronchodilatateur de longue durée d'action et de courte durée d'action. Et on a trouvé donc cette molécule miracle qui n'est autre que le formoterol, qui a en même temps un délai d'action qui est rapide, de 3 minutes, et puis en même temps une demi-vie qui est de 9 à 12 heures. Comme vous le voyez, en comparaison avec les autres bêta-2-mimétiques, il a une modification du VMS qui est assez rapide, qui est comparable à celle du salbutamol par rapport aux autres molécules. On l'a associé au budesonide parce qu'il y a une forte synergie entre le formoterol et le budesonide. Le délai d'action du budesonide est de 3 à 5 heures, mais supposez par exemple un patient qui prend son traitement de fond, il vient de prendre son traitement et puis il se balade un petit peu dehors et puis il a une crise allergique, il a une inflammation, il va faire une crise d'asthme. Dans ce cas-là, il faut le soulager. On va lui donner un bêta-2-mimétique, mais il faut savoir qu'il y a un surplus d'inflammation. Et ce surplus d'inflammation, il va attendre la prochaine prise du traitement de fond pour la soulager. Donc il vaut mieux avoir, en même temps qu'un bêta-2-mimétique de courte durée d'action, donc un corticoïde inhalé qui est associé. Donc on a le budesonide et le formoterol qui est un bronchodilatateur de longue durée d'action, mais un délai d'action rapide. Là, il y a un certain nombre d'études, il y en a eu d'autres, il y a beaucoup d'études, parfois randomisées, parfois non, qui comparent la stratégie SMART avec d'autres stratégies, mais je vous ai donné les plus importantes avec des effectifs assez conséquents. Il y a eu l'étude STEP, STACE,
STEAM, SMILE, COMPASS et COSMOS. La dernière étude est intéressante parce que c'est une étude qui est en vie réelle, en vraie vie. Et là, ce schéma nous montre la réduction du risque futur des exacerbations en fonction de toutes ces études, et toutes ces études sont concluantes concernant la diminution des exacerbations ou le risque d'exacerbation par la stratégie SMART par rapport aux autres traitements. Là, c'est un schéma que vous connaissez, d'accord, c'est le GINA, GINA 2015, il ne s'est pas beaucoup modifié. Vous avez le step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Vous avez le traitement de contrôle. Step 1, il n'y a pas de traitement de fond. Step 2, les corticoïdes inhalés donc, à faible dose. Step 3, on peut rajouter un bêta-2 mimétique, il y a d'autres options. Step 4, on augmente la dose des corticoïdes inhalés. Et puis step 5, c'est d'autres traitements plus ciblés. La nouveauté en 2015, c'est qu'on a rajouté du thiotropium à partir de step 4. Ça, vous avez donc le contrôle, donc la thérapie de contrôle de crise, en cas de crise. Là, vous avez, en cas de crise, on peut donner, comme vous voyez, à partir du step 3, donc l'association budesonide et formoterol en traitement de crise, donc en traitement de fond et en traitement de crise. Là, c'est toutes les études qui ont inclus un ensemble de 25 000 patients et qui sont déroulées entre 2006 et 2008. On va commencer par l'étude STEAM. L'étude STEAM qui a donc randomisé en double aveugle donc des groupes parallèles qui ont été regroupés en 77 centres sur plusieurs pays, comme vous pouvez le constater, avec des asthmatiques de 12 à 80 ans. Donc il y a eu 2 groupes. Après pas mal de sélections, on s'est retrouvé avec à peu près 600 patients par groupe. Un groupe qui prend du budesonide formoterol en stratégie SMART, et puis un autre groupe qui prend juste du budesonide en traitement de fond avec de la terbutaline en cas de crise. Ça, les caractéristiques des patients sont à peu près équivalentes dans les 2 séries. Là, vous voyez donc la comparaison entre les 2 groupes. Et là, vous voyez que pour le budesonide, dans la stratégie SMART, le budesonide est à faible dose. Habituellement, on prescrit le double dans notre pratique quotidienne. Il est à 80. Là, il est à 80. On prescrit en général 160 matin et soir. Là, au niveau des modifications du DEP matinal, le groupe SMART montre donc un meilleur DEP au cours de la journée par rapport à l'autre groupe, au groupe témoin. Alors la même chose au niveau du nombre et de délai de survenue des exacerbations. Le groupe budesonide formoterol, c'est la courbe du haut. Donc vous voyez qu'il y a nettement moins d'exacerbations et le délai est plus long. Pareil au niveau de la durée et de la sévérité des exacerbations. À gauche, vous avez le score des symptômes. Et la courbe du bas, c'est celle du SMART. Et donc, il y a moins de symptômes. La courbe de droite, c'est l'utilisation des médicaments de secours. Donc, le groupe SMART a eu moins besoin de médicaments de secours. Au niveau du nombre d'inhalations, que ce soit supérieur à 8 ou supérieur à 10, il y a eu le groupe donc SMART a eu moitié moins besoin d'avoir des traitements de secours. Au niveau des effets indésirables, ils sont tout à fait équivalents, même au niveau des palpitations, alors que le groupe SMART utilise plus de bêta-2 mimétique. Le résultat, donc budesonide formoterol améliore le DEP matinal, prévient les exacerbations sévères, réduit de 90% les hospitalisations et les visites aux urgences, et les bénéfices sont obtenus sans intolérance au bêta-2 mimétique, donc sans tremblement ou palpitations excessives. L'étude STAY, elle se basait surtout sur l'exacerbation, qui est définie, l'exacerbation sévère définie par au moins l'un des 3 critères suivants: une hospitalisation, une visite aux urgences pour asthme, un traitement par corticoïdes oraux pour asthme, ou une chute du DEP matinal de plus de 30% par rapport à la valeur de base sur 2 jours consécutifs, ou bien une exacerbation ayant nécessité une intervention médicale. Donc là, il y avait 3 groupes. Vous avez le groupe SMART, et puis il y avait un groupe où il y avait budesonide formoterol avec terbutaline à la demande, et un autre groupe avec du budesonide 4 fois la dose, donc 400 microgrammes par rapport aux autres groupes, plus terbutaline à la demande.
Là, pareil, vous voyez que dans le groupe SMART, il y a nettement moins d'exacerbations sévères nécessitant donc une intervention médicale. Pareil pour le détail des exacerbations selon leur sévérité. Le nombre total est nettement moindre pour le groupe SMART. À gauche, vous avez la diminution du DEP matinal. Sur la gauche, c'est le carré rouge, donc c'est pour le SMART, le groupe SMART. Au milieu, vous avez l'ajout de la corticothérapie orale, donc ils ont eu moins de corticoïdes par voie générale. Et puis, au niveau de l'hospitalisation, pareil, hein, le groupe SMART a eu moins besoin d'hospitalisation. Le nombre d'inhalations prises à la demande, pareil, hein, vous voyez que le groupe SMART a eu nettement moins recours au bêta-2 mimétique, enfin, plutôt au traitement de secours. Pareil pour l'amélioration de qualité de vie par rapport aux deux autres groupes. Au niveau de la tolérance, on a noté un peu plus de palpitations dans les deux groupes qui ont utilisé des bêta-2 mimétiques par rapport au groupe qui a utilisé juste du budesonide à 400 microgrammes. Mais pour le reste, c'est pareil. L'étude SMILE, elle a comparé 3 groupes. Un groupe SMART avec une dose de 160 cette fois-ci, donc le double. Et puis les autres, budesonide formoterol avec terbutaline à la demande, et puis budesonide formoterol avec du formoterol à la demande. Là, on va comparer donc, le SMART, donc, où le formoterol est associé au budesonide dans le traitement de la crise, avec du formoterol seul en cas de crise. Et là, vous voyez que le délai d'apparition de la première exacerbation est et donc là, vous voyez qu'il y a un allongement du délai d'apparition de la première exacerbation sévère dans le troisième groupe par rapport aux deux autres groupes, avec un avantage également du groupe qui utilisait le formoterol comme traitement de crise par rapport au groupe qui utilisait la terbutaline en traitement de crise. Pour le nombre total d'exacerbations sévères, le groupe SMART fait mieux que les deux autres. Les deux autres sont comparables au niveau du nombre total. La réduction des symptômes et du nombre de prises à la demande, un net avantage du groupe SMART. Les deux autres, les différences ne sont pas significatives entre eux, mais le groupe SMART a montré une nette réduction des symptômes et du nombre de prises à la demande. Pas de différence remarquable au niveau de la tolérance. Tous les traitements ont été bien tolérés. L'étude Champion, elle a compris donc des patients de 12 ans et plus recrutés à partir d'essais cliniques nationaux séparés. Ils répondent bien sûr à la définition de l'asthme. Ils ont tous un traitement de fond, soit par corticoïdes inhalés, soit par association, avec un contrôle d'asthme insuffisant et puis des paliers de 2 à 4. Méthodologie, donc ça a duré 6 mois. 2 groupes randomisés avec un groupe SMART et puis un groupe où le choix du traitement était laissé aux médecins praticiens. Ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient, mais ils ne devaient pas choisir bien sûr le budesonide formoterol, et il ne fallait pas choisir bien sûr le traitement pour le traitement de la crise, il ne fallait pas choisir la stratégie SMART. Donc on a bien expliqué aux patients comment prendre le traitement dans le cadre de la stratégie. Donc ça a été randomisé en 2 groupes qui étaient équivalents, avec une étude qui a compris plus de 7000 patients. Les groupes étaient équilibrés. Alors au niveau il y a une tendance entre les 2 groupes, il y a une tendance à l'augmentation du temps survenu de la première exacerbation sévère, mais cette différence n'est pas significative. Mais il y a une réduction de 15% des exacerbations, réduction de 28% du nombre total de jours avec exacerbation et réduction de 18% des exacerbations nécessitant une corticothérapie orale. Il n'y a pas de différence pour le taux d'hospitalisation et ces résultats sont visibles sur tous les stades, mais surtout le stade 4. Donc, dans le groupe SMART, plus d'asthme bien contrôlé, moins d'asthme non contrôlé. Les résultats supérieurs dans le groupe SMART, quelles que soient les associations utilisées dans l'autre bras. Les résultats sont plus apparents au stade 2 et 3. Nombre d'inhalations de secours, pareil. Nombre d'inhalations supérieur à 8, pareil entre les 2 groupes. Et nombre de jours sans inhalation, comparable.
Au niveau de la charge thérapeutique, la dose quotidienne moyenne de corticoïdes était inférieure dans le groupe SMART par rapport à l'autre, et ainsi que pour les corticoïdes systémiques. Au niveau de la tolérance, elle était équivalente, tant au niveau des effets secondaires graves que les petits effets indésirables. Les deux groupes étaient comparables. L'étude qu'on passe, là on passe un petit peu aux choses sérieuses. On va comparer avec les concurrents, fluticasone, salmétérol. Il y a eu 3 groupes. C'est une étude randomisée en double aveugle sur 6 mois, 3000 patients à peu près. Et puis le critère principal, c'était le délai survenu de la première exacerbation sévère. Il y avait 3 groupes. Donc un groupe fluticasone salmétérol, un groupe Symbicort turbulaire à 400 de microgrammes de budesonide, donc c'est une dose assez élevée, avec juste de la terbutaline en traitement de crise, et puis la stratégie SMART, mais avec juste 200 de budesonide et 6 de formoterol. La caractéristique des patients était équivalente. Nombre d'exacerbations sévères était nettement moindre pour le groupe SMART. Le pourcentage de jours avec asthme contrôlé était comparable. Sans prise de traitement de secours, il y avait il y avait un avantage du groupe SMART par rapport au groupe fluticasone salmétérol, mais entre les autres, la différence n'était pas significative. Au niveau du VEMS, il n'y avait pas de différence. La prise de traitement de secours, pas de différence. Dose corticoïde inhalée prise dans chaque groupe sur 6 mois. Dans le groupe SMART, il y en avait nettement moins. Au niveau de la tolérance, c'était comparable entre les 3 groupes. Alors l'étude AHEAD, c'est à peu près la même chose. C'est fluticasone salmétérol à 500 cette fois-ci avec la terbutaline en dose de secours avec la stratégie SMART, comparé avec sa stratégie SMART. Et puis le critère principal, c'était le délai survenu de la première exacerbation sévère. Donc le délai un petit peu moindre pour le groupe SMART, mais pas significatif. Le nombre d'exacerbations sévères était significativement diminué dans le groupe SMART. Prise de traitement de secours, pas significatif. Les autres critères, pourcentage de jours avec asthme contrôlé, sans prise de traitement de secours, ou le VEMS, c'était à peu près comparable entre les 2 groupes. Au niveau de la tolérance, pareil. Le dernier essai, et le plus important, c'est l'étude Cosmos, l'étude en vraie vie. Alors, je rappelle, c'est quoi une étude en vraie vie? C'est une étude, en fait, qui élimine tous les biais de sélection. Quand vous faites une étude randomisée, vous avez un certain nombre de biais de sélection. Vous sélectionnez les patients selon leur âge, selon leur contrôle de l'asthme, etc. Dans l'étude en vraie vie, il n'y a pas de sélection, donc il n'y a pas de biais de sélection. Ce sont des études qui se font de plus en plus, surtout pour les traitements anticancéreux. Et cette étude de vraie vie a eu lieu donc, en 2005. Elle a comparé donc, le Symbicort 200 au Sérétide. D'accord? À chaque fois, avec donc, des step down et des step up laissés au libre choix du médecin. Donc elle a compté 2000 patients, c'était une phase 3 randomisée, ouverte, internationale. Donc vous avez donc 2 groupes, le groupe du haut, donc Sérétide, le groupe du bas, c'était donc le formoterol avec step down, step up. Les groupes de patients, les caractéristiques des patients étaient comparables. Et puis on voit, donc le critère principal, bien sûr, c'était les exacerbations, le nombre d'exacerbations sévères, et puis il y avait un net avantage du groupe donc SMART par rapport à l'autre groupe. Il y a d'autres graphiques donc, que je n'ai pas montrés, mais bon, ils montrent à peu près la même chose. Donc la conclusion, option faisable, au moins aussi efficace que les approches classiques pour le contrôle de l'asthme. La dose totale de corticoïdes inhalés est plus faible, le nombre d'inhalations de médicaments de secours est faible également, le coût des médicaments plus faible, bon profil de tolérance et peut réellement réduire les exacerbations sévères. Alors, les dernières diapositives, quels sont les patients qui peuvent bénéficier de la stratégie SMART? Presque tous les asthmatiques, chez lesquels une association est indiquée pour obtenir le contrôle de l'asthme. Les patients ayant un contrôle insuffisant de l'asthme avec un recours fréquent au pétadone mimétique de courte durée d'action, les patients ayant des antécédents d'exacerbation d'asthme ayant nécessité une intervention médicale. Et à partir de 18 ans, on peut les prescrire avant, mais il faut vraiment que les adolescents ou les enfants soient vraiment cortiqués. Ce n'est pas évident. On les conseille à partir de 18 ans. Ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la SMART, c'est très simple, c'est de la surutilisation
d'accord, ceux qui utilisent très très fréquemment les bêta-2-mimétiques, d'accord, qui sont obsédés par leur asthme, qui les utilisent pas forcément parce qu'ils ont une crise, mais parce qu'ils ont peur d'en avoir une, ou la sous-utilisation. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'asthmatiques qui n'ont pas une bonne perception de leur symptomatologie. Donc, budesonide, formoterol, thiopuralaire, SMART, dosage 200 sur 6, une inhalation x2 par jour pour le traitement de fond, plus une inhalation en cas de crise, sans dépasser 6 en une fois ou 8 inhalations par jour. Le patient ne doit pas utiliser un inhalateur de secours, d'accord, parce qu'il a déjà un inhalateur qui fait en même temps office de traitement de fond et de traitement de crise. Alors ça, c'est un conseil d'une étude, l'étude Eurosmart. Quand vous avez un peak flow supérieur à 80% de la valeur théorique, une bouffée matin et soir. S'il est inférieur à 80% de la théorique, vous pouvez doubler la dose. Adaptation de la dose initiale, elle peut être augmentée donc à 2 inhalations x2 par jour en cas de non-réponse à la dose initiale. Mais il faut que l'asthme soit réévalué. Quelles sont les difficultés dans le traitement du SMART ? L'incompréhension de la stratégie SMART par les médecins, les patients en mauvaise compréhension, il faut bien leur expliquer et puis leur expliquer comment l'utiliser. Ils ne sentent pas le produit, il faut bien leur dire qu'ils ne vont pas forcément sentir la poudre au niveau de la gorge. Il faut une bonne coopération. Actuellement, il y a l'Asthma Action Plan, il faudrait le mettre en route, hein. C'est déjà en vogue aux États-Unis, un petit peu en France, et il faudrait que ça se mette en place au Maroc. Et puis, problème de prescription, mais bon, vous savez que le Symbicort n'est pas très cher. Et puis, il faut éviter, il faut mentionner aux pharmaciens de ne pas changer le traitement. Comment assurer la meilleure efficacité ? Un examen clinique, un score ACT plus un peak flow, faire pratiquer la technique d'inhalation au cabinet, une spirométrie périodique, de préférence tous les 6 mois, ajuster le traitement, hospitalisation ses besoins, et puis fixer la date du prochain rendez-vous, en général 1 mois après le changement de traitement. Pour conclure, je dirais que normalement, les traitements efficaces devraient aboutir à de bons résultats, mais le comportement du médecin interagit avec les traitements. Donc il faut bien s'assurer d'abord que c'est bien une maladie asthmatique, s'assurer de l'observance, bien expliquer aux patients qu'il faut comment utiliser donc le Symbicort, et puis lui expliquer qu'un seul dispositif dans la poche vaut mieux que plusieurs dispositifs, et pour le traitement de fond et pour le traitement de la crise. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Benjelloun, pour cette présentation très claire, vantant les mérites de la stratégie SMART. Et là, je demande à l'assistance une ou deux petites questions. Écoutez, je vous félicite. Moi, j'ai eu l'occasion de présenter aussi ça il y a quelques années. Votre présentation est très complète. Alors, j'ai une remarque et une expérience personnelle. Alors, la remarque, SMART, ce ne sont pas les Français qui n'ont pas voulu le terme. C'est le laboratoire Astra. Parce qu'au même moment, il y avait une étude sur l'asthme qui s'appelait SMART aux États-Unis, qui avait montré une surmortalité dans le bras serré-vent, et l'étude avait été stoppée. Et pour pas qu'il y ait un amalgame, vous demanderez peut-être à Astra, hein, qu'ils ont dit stop, on arrête d'appeler SMART cette étude, on va faire fond et symptômes. Alors, le deuxième problème que vous allez avoir, hein, c'est que maintenant, bon, les LABA ne sont pas les mêmes. Hein, le salmétérol, c'est pas un bon LABA, ça il faut le reconnaître, c'était facile. Mais c'est surtout, vous ne pourrez pas faire enlever à vos patients, je ne sais pas si vous appelez la ventoline, le salbutamol de leur poche. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous leur dites faire ça, ils ne garderont. C'est le problème que vous aurez. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez expérimenté, mais vous verrez, c'est très difficile. Alors, effectivement, alors le salbutamol, il y a 2 sentiments vis-à-vis du salbutamol. Soit une peur bleue, d'accord ? Ils disent, si j'utilise la ventoline, je vais devenir dépendant, je vais devenir asthmatique. Mais monsieur, vous êtes déjà asthmatique. Vous êtes déjà asthmatique, et puis, bon, un traitement va vous éviter donc d'avoir des crises. Mais quand vous expliquez correctement aux patients, d'accord, que ce traitement est en même temps un traitement de fond et en même temps de crise, alors je vous avouerai, moi, que quand j'ai commencé à adopter la stratégie SMART, c'était en 2011. Quand j'avais lu les études,
j'ai commencé à adopter, on m'a fait la guerre. Mes chefs, ils m'ont dit, mais t'es complètement fou, pourquoi tu prescris pas de la ventoline? Mais qu'est-ce qu'ils vont prendre en cas de crise? Ben justement, mais non, ça se fait pas. J'ai eu affaire plus aux médecins qu'aux patients eux-mêmes. Bon, fais bon courage. Merci. Semziane, une question. Ce n'est pas une question, d'une part, je vous félicite, quoique j'ai assisté qu'à la fin de votre présentation. Je voulais vous demander, effectivement, ça fait déjà quelques années, dans l'éducation thérapeutique du malade asthmatique, et pour ce là oui, donc, on est témoins, puisqu'on était ensemble à ce stade, on disait, comme quoi, aux malades, voilà les flacons bleus, c'est pour les exacerbations, les flacons rouges ou autres, c'est pour le traitement de fond. Est-ce que vous ne voyez pas, comme quoi ce langage, il n'y aurait pas d'amalgame de ce côté? Je suis très, donc, convaincu comme quoi cette méthodologie SMART était une bonne chose, comme je l'applique également chez mes malades. Mais je vous pose quand même la question en ce qui concerne cet aspect, c'est le côté l'éducation thérapeutique. Merci, M. Mziane. Alors, les mentalités changent et les patients changent aussi. D'accord? Ils commencent un petit peu à se documenter. Bon, pas tous, hein. Surtout, je suis militaire, je reçois des patients, des vieux militaires qui n'ont pas beaucoup de moyens, et donc j'essaie de prescrire justement des traitements le moins cher possible. Et quand je leur explique alors il vaut mieux utiliser un seul traitement qui fait 300 dirhams, d'accord, et qui va durer 2 mois ou légèrement moins en cas de crise, que d'utiliser un corticoïde inhalé avec 2 ou 3 sprays de ventoline par mois, ils vont vite comprendre. Hein. Quand vous touchez à la poche des Marocains, ils comprennent très très vite, en général. Dernière question, Saad Belaoui. Merci Amine pour cette présentation magnifique et qui a fait le point sur un sujet qui nous interpelle tous. Et j'aimerais bien revenir sur, soi-disant, la ventoline, pour ne pas la nommer. Et on dit aux patients, traitement à la demande. Est-ce que nous avons tous la même vision, traitement à la demande? Et je suis sûr que quand on dit traitement à la demande, c'est quand il siffle un petit peu, il met de bouffées et l'oublie. Il attend l'autre. Est-ce que la dogme avant, quand on est en crise, ou là, quand on est gêné, on l'a fait toujours avec le rythme 4 fois par jour, et à poursuivre quelques jours après le confort respiratoire. C'est une chose qui n'est pas toujours expliquée aux patients. Et je crois quelque part, nous sommes également fautifs parce que nous ne donnons pas assez de temps, et surtout quand le malade est suivi par plusieurs collègues, on pense toujours que celui qui l'a vu le premier lui a expliqué, et chaque fois qu'on demande aux patients de l'utiliser, on est un peu surpris par la manière de l'utiliser. Et merci. Vous avez parfaitement raison, professeur Belaoui. Alors, malheureusement, j'ai eu des patients à qui j'ai expliqué maintes fois un certain nombre de traitements inhalés, et puis à chaque fois, je m'aperçois qu'ils n'ont toujours pas compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le patient, alors surtout quand il est dans le bureau d'un médecin militaire, il se dit, alors il n'a qu'une seule hâte, c'est de sortir de ce bureau. Même s'il est très gentil comme moi. Mais il n'a qu'une seule hâte. Alors, quand vous lui expliquez, surtout quand vous êtes imposant, que vous êtes impressionnant, quand vous lui expliquez, il ne vous écoute pas. Qu'est-ce qu'il se dit? Le pharmacien va m'expliquer. Le pharmacien, il n'explique rien du tout. Surtout que ce n'est pas des pharmaciens qui les reçoivent. C'est des préparateurs en pharmacie qui ne connaissent rien. Qui ne connaissent rien du tout. D'accord? Donc, on assiste à des catastrophes. Donc, il ne faut pas hésiter à chaque consultation. On revoit le patient à 1 mois après la mise, et puis on lui réexplique le système d'inhalation, et je pense qu'ils peuvent comprendre à partir de ça. Et puis si on s'aperçoit après 2-3 fois qu'ils n'arrivent pas à prendre correctement le traitement, mais il faut le changer, il ne peut rien. Alors, merci beaucoup au laboratoire AstraZeneca qui nous a permis, à travers l'excellente communication de notre ami Benjelloun, de revoir ces stratégies SMART. Donc, on est pressé par le temps. Je crois qu'on va abréger sur la pause café, 10 minutes, comme ça, pour être un peu dans le timing. Merci beaucoup.